Bienvenue dans le podcast Entreprise d'aujourd'hui. Ici, on va essayer de comprendre comment on va devenir les entrepreneurs de demain. On est parti. Bon, Si je vous en prie, présentez-vous. Qui êtes-vous? bonjour, mon nom est Steve Trank, je suis coach accompagnateur à l'école d'entrepreneurship de Beauce depuis maintenant 4 ans, ancien entrepreneur pendant près de 25 ans. Vous êtes plus que ça, vous êtes aussi quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans énormément de choses. Vous nous avez fait une présentation beaucoup plus complète. Ouais. Là, on ne pourra pas la voir malheureusement. Qu'est-ce que vous faites actuellement encore ici à cette école? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous et qu'est-ce qu'elle vous permet? L'école d'entrepreneurship de Beauce, c'est une école qui a été fondée il y a 15 ans par M. Marc Dutil, qui est un entrepreneur émérite de la région de la Beauce. Donc, je ne sais pas, tes auditeurs, est-ce qu'ils sont en France ou ici au Québec? Plus ici au Québec, volonté de rester. La Beauce, c'est un endroit reconnu pour l'entrepreneuriat. Donc, comme un genre de microcosme qui fait qu'il y a plein d'entreprises ici. Puis, il y a une quinzaine d'années, M. Dutil a dit, c'est quoi le meilleur lieu pour en prendre l'entrepreneuriat? C'est la Beauce. Donc, il y a une école ici qui est un organisme sans but lucratif dans lequel on accueille des entrepreneurs de tous âges. Donc, on accueille des jeunes l'été de 16 ans jusqu'à 17 ans, 18 ans. Puis, toi, tu fais partie d'une cohorte pour le séjour intensif jeunes entrepreneurs, donc bien content de t'accueillir. Mais on a aussi des cohortes élites, émergence, des séjours intensifs. Donc, on a des gens de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui viennent ici passer des séjours à l'école pour développer leurs compétences entrepreneuriales. Dans compétences entrepreneuriales, toi, tu dirais c'est quoi les compétences entrepreneuriales? Les grands thèmes, Ouais. sans rentrer trop. Lorsqu'on débute, c'est vraiment des compétences un peu plus techniques. Mais lorsqu'on est rendu à 30-40 ans, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on se transforme comme humain, comme individu. Puis le sens de pourquoi on fait tout ça, on commence à en donner, à le remettre en question. Donc ici, ce qu'on aime parler, c'est que parfois on parle de savoir-faire, de savoir-être, mais il y a aussi une couche entre les deux qui est liant, qui est le savoir-agir. Donc, pourquoi on agit? Comment on délègue? Quel impact on va avoir sur la société? Donc, les gens qui viennent ici, leur ambition, c'est de devenir riches et de se remplir les poches juste pour eux. Ils n'ont pas nécessairement leur place dans cette école-ci. Donc, c'est vraiment l'impact qu'on a sur la société en général. Ouais, et souvent, après, l'entreprise, elle suit ici à ses valeurs et ce savoir-agir qui est intégré de manière optimisée. Ouais. Maintenant, là, on a parlé d'Ikigai tout à l'heure, mais ça rejoint un petit peu ça, c'est le pourquoi. Je pense qu'on peut dire que c'est pas mal la même chose. Pourquoi Steve, il se réveille tous les matins? Pourquoi, quand il était entrepreneur, il se réveillait, il avait la niaque, il avait envie de se donner à 300%? Quand j'étais jeune, je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, moi j'ai une formation en design industriel, en conception de produits. À une époque où quand j'étais jeune, tout m'intéressait. Même ce que j'aime dire, c'est qu'à l'époque, mes choix de cours après mon cégep, mon collège, c'était traducteur, prof d'éducation physique, dentiste et aller en informatique. C'est large! C'est large, donc, puis je comprends les jeunes qui se questionnent un peu sur leur avenir. Puis parmi ces choix-là, c'est qu'il y en a comme informatique, à l'époque, il y avait des perspectives d'avenir. Est-ce que ça m'intéressait réellement? Pas nécessairement. Dentiste, parce que mon voisin où j'habitais en face savait combien il gagnait d'argent, donc je trouvais ça intéressant. Traduction, parce que je voulais découvrir le monde, puis professeur d'éducation physique, parce que je suis sportif à la base, mais on savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois à l'époque dans le système scolaire québécois. Puis le hasard a fait que j'avais une bourse d'études pour aller étudier en informatique à l'Université de Sherbrooke, donc mon père m'a un peu dit, tes études sont payées, voilà. Mais c'est là que j'ai été confronté pour la première fois de ma vie à quelque chose qui était peut-être une limite que j'avais, puis je vais même peut-être dire une limite psychologique parce que cette programmée, être très procédurale des façons de faire, je me suis pour la première fois de ma vie heurté à avoir des gens qui avaient ce talent-là naturel, alors que pour moi, il fallait que je bûche beaucoup pour essayer d'atteindre les mêmes résultats, puis je les obtenais même pas. Et pendant cette année-là à l'université, je me suis morfondu un peu parce que d'un côté, je chantais le poids paternel qui me disait « Steve, tu as une chance que je n'ai pas eue ». Et de l'autre côté, je me disais « C'est pas vraiment une chance, mais comment je vais l'annoncer que je veux faire autre chose ». Puis finalement, je me suis questionné, puis j'ai réalisé que j'étais un genre de mariage entre l'art et la technique. Donc, je ne suis pas un artiste pur, je ne suis pas un technicien, et le design industriel venait combler ces deux métiers-là. Dans mes 4 ans d'université, je vous l'ai mentionné, mais j'ai eu un seul examen en histoire du design, mais le reste, c'était simplement
des projets, des présentations et j'ai développé une habileté à présenter. Ce qui fait que j'ai toujours eu un côté un peu plus vendeur dans les organisations dans lesquelles j'ai œuvré, convaincre des gens, puis pas vendre uniquement pour que les gens achètent, mais vendre des idées, des concepts. J'ai fait beaucoup de pitch dans ma vie, là, comme on dit en marketing. J'ai fondé une entreprise en 97. Cette entreprise-là, je l'ai fondée avec un associé. Au bout d'un an, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'avais cette volonté-là à prouver à la terre entière que je serais capable de quelque chose. Mon associé de l'époque, lui, avait des préoccupations financières un peu plus grandes que les miennes, donc il a quitté au bout de 6 mois. Il me dit « Rien gagné dans la vie comme argent, j'ai un loyer à payer. » Moi, j'avais d'autres façons de m'en sortir. C'était le début du... Le début du web et tout ça. Puis, tu sais, la première année en affaires, puis je me rappelle, tu sais, mon père avait des appartements et si un mois, je pouvais pas payer mon loyer, il effaçait l'ardoise. On s'organisait comme ça. Mon associé de l'époque, c'était pas sa réalité. Fait que c'est comme ça que je m'en suis sorti, mais au bout d'un an, je crois que j'avais fait 5 000 $ de salaire. À un moment donné, il faut que ça marche. Mais ça finit par marcher, cette entreprise-là, et il y a eu des hauts, des bas. J'ai failli faire faillite, puis tu sais, je le nomme, puis c'est juste une réalité. J'ai été confronté à des enjeux de santé mentale, dépression, burn-out, dus à l'entrepreneuriat. Fait que toutes ces épreuves-là que la vie m'ont fait passer, c'est pas le fun, et je les souhaite pas à ceux qui vont me succéder. Donc, après 23 ans avec mon entreprise, j'ai eu la chance quand même de mettre en place une relève qui trouvait l'entreprise tellement belle qui se sont dit, nous, on voudrait poursuivre cette aventure-là. Donc, je l'ai revendue en 2020 à mes repreneurs. Et en 2020, j'avais une 50aine d'employés qui travaillaient pour moi. Donc, c'est quand même une... C'est quoi qui... Qu'est-ce que vous disiez, si vous pouviez parler justement, et peut-être c'est le cas de nos auditeurs, à ce Steve qui était pas bien, qui était dans une période où la boîte allait pas. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté sur le bateau? Pourquoi vous avez pas dit, je vais trouver un job comme tout le monde, j'aime pas... En fait, c'est pas le métier, c'est plutôt l'équipe. Parce que moi, je suis quelqu'un de très humain. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui trouvent que je suis un peu froid dans mon approche, ou il y a même des gens qui ont dit c'est intimidant, mais je connecte vraiment beaucoup avec les humains, puis peut-être ma façon que je m'exprime face aux gens est plus une posture de coach ou de mentor, ce que je fais maintenant. Mais les gens viennent se confier à moi dans des situations un peu de crise. Je suis peut-être plus difficile d'approche, à part quelques amis, là, dans des modes un peu plus casual, là, si on voudrait dire. Mais ce que j'ai vécu, là, c'est qu'à un moment donné, j'ai une équipe, j'avais des familles. Moi, mon premier employé, Benoît, c'est le premier employé, il travaillait encore pour la boîte 30 ans plus tard, quasiment, 29 ans plus tard. Mais j'ai vu ses enfants naître, grandir, et tout ça a fait en sorte qu'à chaque année, j'organisais... en bon québécois, on dit le party de Noël, là, mais des célébrations estivales et tout ça, mais de voir tous ces gens-là qui étaient rassemblés, pas autour de moi, mais dans une vision commune qui était l'entreprise, puis qu'on ait du plaisir ensemble. Sans blague, je dépensais un peu sans compter pour organiser des activités festives, un peu de team building et tout, puis mon bonheur, il était là. Ça fait que c'est ça qui m'a tenu. Puis il y a eu un moment, ça c'est un moment assez charnière parce que le bout où j'ai eu des difficultés financières, on a eu un projet qui a avorté, que j'avais engagé beaucoup d'employés pour le livrer et finalement on n'a jamais été payé pour ça. Donc c'est de la naïveté de ma part de croire à ce projet-là. Je me suis fait un peu rouler dans la farine de ma perspective. L'autre partie dirait peut-être autre chose. Mais c'est pas grave. Mais la réalité, c'est que j'avais 19 employés à ce moment-là. Et avec tout ce qui m'était arrivé et l'argent qui me restait, j'avais même pas assez d'argent pour payer la prime de départ des employés ou le 4% comme on dit ici. Ce qui fait que je me suis ramassé où le seul argent qui me restait, c'est de retomber à 5 employés. Et j'ai fait une rencontre avec mon équipe à ce moment-là parce qu'ils voyaient la situation. Et c'est le moment probablement qui m'a plus marqué parce que je n'étais pas capable de prendre des décisions sur qui je devais sacrifier. C'est dur, comme... Oui, puis là, c'est un gros coup. Là, c'est pas 2 qui partent. Là. C'est que dans ce cas-là, j'en avais probablement 14 qui quittaient là, dans ces eaux-là. Puis j'ai demandé,
Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis il y a des gens qui d'eux-mêmes ont levé la main puis se sont, en guillemets, sacrifiés. Parce qu'ils voyaient bien que dans la situation, il n'était pas essentiel à la survie de l'entreprise. Et je m'en suis ressorti au bout d'1 an, et là, l'entreprise a pris un autre essor, mais cette... tu sais, quand on a une vision inspirante pour des gens qui y croient, les gens qui ont fait le sacrifice ne se sont pas sauvés du navire. C'est de dire, OK, Non, ils ont fait. ils l'ont fait, il faut que je me sacrifie pour la cause, il y a autre chose, mais en même temps, c'est avec une peine qu'on arrive là. Fait que ce sentiment un peu de devoir, de loyauté, il m'habite, puis je me suis entouré de gens qui ont ce sentiment du devoir-là. Puis ici, à l'École d'entrepreneurship de Beauce, là, tu sais, j'ai mon titre de coach accompagnateur, mais comme Frédéric que tu as vu, que ce soit Ariane, bien, peu importe le travail qu'il y a à faire, on ne dit pas, ben non, ça c'est mon travail ici, c'est à telle personne de faire son travail. C'est une équipe. Puis ça, c'est la plus belle chose que je peux voir. Puis l'autre chose que je vous ai mentionné, seul on va plus vite pour un temps, ensemble on va plus loin pour longtemps. Mais ça m'a pris du temps à assimiler ça parce que la première partie de ma carrière, c'était seul on va plus vite. Puis c'est ça qui m'a mené au burn-out, à différents enjeux. Puis là, je l'ai vraiment intégré de croire au pouvoir du groupe. Si on a une vision comme ça. Si vous aviez un conseil pour justement créer ce concept d'équipe, c'est difficile, hein. Il y a sûrement des entrepreneurs qui vont se reconnaître où l'employé il vient, il fait ses heures, il fait ses tâches comme vous le disiez, qui n'est pas forcément en mode je fais mon taf, je pars, jette pas plus. Comment on fait pour créer cette cohésion? Ça passe par du team building selon vous, ou il y a d'autres aspects? C'est d'avoir une vision inspirante. Souvent, quand j'accompagne des équipes de direction, il arrive un moment donné où on embauche les gens parce qu'on a besoin de ressources pour faire le travail, mais ces gens-là ne font un travail que je me présente au bureau à 8 heures, je requitte à 16 heures, il y a un travail à livrer. Mais s'il y a une embûche, parce que c'est à moi de le faire, il n'y a pas de certitude. Donc, l'image que j'aime donner, imaginons que votre entreprise, ou ton entreprise, c'est un navire, un bateau, puis on est au port d'Halifax, puis on met une enseigne puis c'est marqué « matelot recherché, 35 $ de l'heure ». On va avoir des candidats. Mais ils sont là que pour le 8. Pour l'argent. Et moi, en tant que capitaine, peut-être que j'ai une vision que j'ai mal exprimée qui dit « moi, je veux faire la traversée de l'Atlantique Nord où il y aura des icebergs et des tempêtes ». La personne qui s'est embarquée comme matelot, lui, peut-être qu'il s'est fait une vision qu'on va aller dans les Antilles. Okay? Et lorsqu'il arrive dans le milieu de la tempête en Atlantique Nord, son 35 $ de l'heure, là, OK? Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une mutinerie. Par contre, si j'ai le même navire au port d'Halifax et que j'ai un écriteau qui dit « je cherche des aventuriers, on traverse l'Atlantique Nord, on va vivre l'expérience d'une vie », tu n'as même pas besoin d'écrire le salaire. Et s'il y a une tempête, les gens seront encore au rendez-vous. Ils vont prendre du fun. Et là, c'est vraiment basé plus sur la vision et pas sur le bénéfice seulement financier. Tout à fait. Donc, une façon qu'une entreprise réussisse, c'est que d'abord et avant tout, avant de parler des conditions, il faut parler de la vision. Et si on s'entoure de gens qui ont cette vision-là, puis ici à l'école, je suis très bien rémunéré, là, il n'y a pas ça. Mais c'est pas ça. Plus pour la vision, c'est plus pour le trip. Oui, puis ici, tu sais, l'école, après 15 ans, a quand même une vision extraordinaire avec, que ce soit M. Ducil ou Isabelle Lebert, qui est la présidente directrice générale. Ici, on a un projet que Isabelle nomme la Cité. On a un très grand privilège ici, c'est qu'on est un peu en périphérie de la ville de Saint-Georges. Donc, on a accédé il y a plusieurs années à un grand terrain. Puis ce terrain-là permet de ne pas se limiter au bâtiment qu'on a ici, puis qu'éventuellement, le projet qui est un projet campus, mais qui a évolué en projet de cité, parce qu'on le veut de plus grande envergure, ça devienne, pas juste ici au Québec, mais pour l'ensemble de la planète, une référence en entrepreneuriat, parce que notre façon d'accompagner, voire d'enseigner ici à l'EEB est unique au monde. Okay? C'est beau, hein, ça. Ouais, puis tu sais, qu'il y ait des gens de France qui viennent ici pour apprendre un peu, parce que qu'on soit entrepreneur en France ou au Québec, outre peut-être des règles fiscales là, différentes, l'entrepreneuriat, c'est la même chose partout dans la planète. Donc, nous, on veut avoir cet écho-là à travers le monde entier, parce que dans le monde dans lequel on vit, où on peut avoir une désillusion par rapport à la politique, je sais que ça t'intéresse, mais en même temps, le pouvoir politique peut être un peu limité d'une certaine façon. L'entrepreneuriat, d'une autre façon, de manière assez concrète dans des milieux de vie, peut avoir un impact. Je vous ai partagé ce matin que si je suis une petite entreprise manufacturière dans une région du Québec, ben, je fais travailler des gens. Si je suis le président ou la présidente de cette organisation-là et que j'ai des valeurs
qui sont ancrés sur la communauté. C'est peut que je réinvestisse dans des infrastructures locales et on le voit de plus en plus. Bien, pas de plus en plus, on le voyait avant, mais ici par l'école, il y a une notion qui m'interpelle qui est le but, c'est pas d'être le meilleur au monde, le but, c'est d'être le meilleur pour le monde. Ah, c'est bien dit ça, j'aime bien. Mais, je sais pas, moi, je suis trop politisé peut-être, mais j'ai du mal à, sous le capitalisme, voir un entrepreneur qui allie bénéfices et qui, parce que, imaginons, je sais pas, je vends des montres. Ouais. À la base, je fais mes montres ici, mais mon concurrent, il fait les mêmes montres ici, il les fait au Québec. Mais lui, ses bracelets, il les achète en Chine, se fait par les Ouïghours, etc. Mais il les achète 10 fois moins cher. En termes de concurrence, je me fais avoir. Là, l'entrepreneur qui a des valeurs, lui, juste, qu'est-ce qu'il fait? Il met la clé sur la porte parce qu'il n'arrive pas à... Mais ça, c'est la réalité du libre marché. Puis, tu sais, moi, peut-être que je suis idéaliste, trop humaniste, tout ça, puis je comprends le monde très pragmatique des affaires. Fait qu'il faut savoir surfer un peu là-dedans. Puis moi, j'ai pris une décision à un moment donné. Mon agence en communication marketing faisait vivre 50 employés, mais j'avais des clients qui allaient un peu contre mes valeurs personnelles parce que j'encourageais le consumérisme ou la surconsommation, peu importe. Puis à 20 ans, 25 ans, je m'en foutais un peu, mais il est arrivé à un moment donné où j'ai eu des enfants, je voyais comment l'environnement allait, l'inflation, le coût d'accès à la propriété. Puis j'ai évolué comme humain et ce que je faisais ou ce que je croyais à 25 ans, bien, c'était en moyen avec mes valeurs. Puis au lieu de me confronter à chaque soir, me dire « c'est ça que je veux », j'ai décidé d'aller ailleurs. Je ne suis pas là pour convaincre personne. Tu sais, je vous écoute avec vos idéaux, je me vois dans vos idéaux, j'ai été à votre place, puis j'ai évolué comme humain et je vous partageais que j'ai un coach mentor, je dis toujours 82 ans, il est rendu à 84 dans le fond, là, mais qui lui m'observe avec son regard bienveillant, il y a quelque chose d'autre qu'il voit en moi que je ne vois pas encore. Fait que ce mouvement-là vers l'avenir de l'individu, ben, je pense qu'il faut voir la communauté dans sa globalité. Puis moi, je vous prends en considération dans la vingtaine, comme je dois prendre en considération les gens de 80 ans. Mais moi, je suis un peu actuellement au milieu de tout ça. Puis j'essaie de me faire une tête, puis du mieux que je peux, être meilleur pour le monde. Et moins pour le monde, pour le meilleur au monde, comme j'aspirais à l'être à 25 ans. Je suis, c'est difficile, c'est de plus en plus difficile justement avec ce libre marché, mais c'est possible. Ben, c'est possible. Puis tu sais, l'exercice d'ikigai que vous avez fait ce matin, c'est que de trouver sa raison d'être personnelle, ultimement, ce dont le monde a besoin. Si tu réponds à un besoin du monde, tant mieux. Parfait. Si tu peux être payé pour, tant mieux. Parce qu'en même temps, tu sais, le monde dans lequel on est, sur le système est financier. Si j'ai pas d'argent, je vais avoir de la difficulté à survivre. Donc, c'est les règles que le monde s'est données pour pouvoir entretenir. C'est pas juste des relations commerciales, c'est des relations humaines aussi. Puis d'un autre côté, il y a une certaine équité, moralité, justice. Et là, ça, c'est à géométrie variable, là, selon les gens. Mais d'un autre côté, ce pourquoi je suis doué, puis ce que j'aime faire fondamentalement, si je mets ça au centre du diagramme de Venn de l'ikigai, ben on trouve à un moment donné une certaine sérénité dans pourquoi je suis ici sur Terre. Pourquoi je fais ça et quand vous le faites, un sentiment de je suis à ma place. Je suis à ma place, puis quand je me lève le matin, tu sais, puis on est tous différents, mais tu sais, moi je m'intéresse à tout. Mais ce que je m'intéresse le plus au monde, c'est un peu la psychologie de l'individu, mais de l'entrepreneur par-dessus tout, la synergie d'équipe, le développement organisationnel. Puis ça me passionne tellement que j'ai pas suivi un cours à l'université, puis après j'ai mis les livres dans ma bibliothèque. Constamment, je m'abreuve de ces contenus-là pour une raison que j'ignore, ça me passionne. OK? Fait que je suis chanceux, je fais ce métier-là. C'est de quelque chose qui me passionne. Je suis payé pour. Je pense que je suis pas pire pour le faire. Non, vous êtes bon, je confirme. Puis le point qui est important, que je vous ai nommé ce matin, c'est que il est possible pour certains que ces talents-là, ainsi que cette affection-là pour un métier ne soient pas appréciés par notre environnement proche. Puis ce que je trouve dommage, c'est des gens qui limitent à cause des frontières politiques, le Québec, l'Ontario, les États-Unis,
qui se rendent malheureux en se disant que peut-être qu'à un moment donné, je pourrais me déplacer, avoir accès à un métier ailleurs, puis même avec le travail à distance et Internet, maintenant on peut avoir des clients à l'étranger, mais c'est sûr que l'amalgame de ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez, versus ce que le monde a besoin, versus ce qu'on peut être payé, peut-être que vous n'êtes pas né au bon endroit, mais il y a sûrement un endroit sur Terre où on va vous apprécier à votre juste valeur. Et on peut bouger, donc... Et il faut avoir le courage de le faire, sans doute, comme tu l'as fait un peu. Québec, hein, on espère. Ouais. Pour moi, pour l'instant, c'est le bon endroit. Oh. Maintenant, je vais poursuivre le futur. Pour vous, Steve, qu'est-ce que c'est, là, les prochaines années? Comment vous voyez le futur? Ah mon Dieu, comment je vois le futur? Moi, avec la mission de l'école, j'espère avoir la chance parce que je t'ai raconté de la cité, c'est pas un projet 2027-2028, c'est un projet sur le très long terme. Okay? Donc, ça peut être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'école doit générer de plus en plus, même si c'est un organisme sans but lucratif, elle doit réinvestir ce qu'elle fait comme bénéfice, entre guillemets, dans de nouvelles infrastructures. Puis j'aimerais pouvoir m'en rendre le plus loin possible parce que le métier que j'occupe quand même est moins physique, est très cérébral par contre. Donc, de pouvoir travailler jusqu'à 60, 65 ans, 70 ans, je m'en fous parce que pour l'accompagnement, le coaching, je crois que cette sagesse-là devient un asset qui se bonifie avec l'âge. Okay. Tu as entendu tout à l'heure Sébastien qui a dit qu'il y a 4 ans, j'étais pas le même. Puis je pense qu'il y a l'impression que je me suis amélioré dans le métier que j'occupe maintenant. Et dans 4 ans, ça sera encore mieux? Ben, je l'espère. Donc, il y a ce recul-là. Puis ici, je suis vraiment pas le seul coach, il y en a d'autres. Puis il y a d'autres coachs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, puis je les regarde avec admiration. Et souvent, c'est moi qui est l'apprenti. Je les regarde du coin de l'œil dans le fond de la classe, puis je regarde un peu comment ils observent la dynamique de groupe. Et je vois que, oh, OK, il est en train de faire ça, moi je ne l'aurais pas fait comme ça, mais il y a une grande leçon à ça. Donc, il voit des choses que je ne perçois pas encore. Fait que moi, comment je me vois, c'est de pouvoir contribuer à la mission de l'école le plus longtemps possible, que les gens continuent à apprécier ce que je fais. J'ai quand même un besoin d'être utile. Ouais, d'accomplir ce ikigai, d'accomplir votre mission. Donc, si on me dit ce que tu fais, Steve, c'est bien, ça fait que des fois, j'ai besoin de reconnaissance un petit peu. Je dis, regarde, c'est bon ce que tu as fait. Parce qu'il y a toujours un doute. On a tous nos petits travers. Là. Moi, j'ai un doute sur, OK, c'est toujours correct, je me remets peut-être en question. Ça devient épuisant parfois. Fait qu'il faut que j'apprenne à gérer ça puis de me faire un peu plus confiance. Mais ça aussi, avec l'âge, je commence à lâcher prise là-dessus. Petit à petit. Ouais. Donc, les futurs de Steve, c'est dans cette école, c'est dans les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs du Québec, mais pas que. Ouais, puis en fait, j'accompagne des équipes de direction, j'accompagne tu sais, je fais du coaching individuel, mais mon cadeau annuel, c'est la clientèle jeunesse. Puis je veux pas que ça soit mal pris, mais j'adore le regard candide ou, comment dire, moi j'appelle ça la belle naïveté de la jeunesse. Okay? Parce que j'ai été un grand naïf. Puis il y a une époque de la vie où tout est possible, puis une chance qu'on a ça. Parce qu'à un moment donné, les épreuves de la vie font en sorte que on a rencontré des difficultés, puis on commence à avoir peur, puis là, c'est peut-être plus possible. Fait que c'est drôle parce qu'ici, on a la clientèle adulte où c'est des sujets plus sérieux. Tu sais, il y a des éléments, puis là, on commence à avoir peur. Mais d'être avec des jeunes comme vous, où là, tout est permis, bien moi, ça me donne espoir dans le monde qui s'en vient, surtout dans le monde avec tout ce qui se passe de tension géopolitique. Puis là, au moment où on se parle, bien là, il se passe de quoi en Iran, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais de voir qu'un groupe de 30 jeunes qui semblent avoir des valeurs que moi je partage, est-ce que je peux dire que c'est les valeurs à la bonne place de ma perception? Oui. Quelqu'un qui va penser l'opposé de moi va dire que c'est moi qui n'ai pas les valeurs à la bonne place, donc je suis quand même ouvert à tout ça. Mais en même temps, je pense qu'en partageant des valeurs comme je les vis, puis d'un monde de sérénité, puis de paix, puis de prospérité humaine, ben notre voyage sur Terre, qui est temporaire, de notre naissance à notre grand départ, ben il sera plus agréable pour moi puis pour les autres alentours. Donc, si on se donne cette chance-là d'être un peu dans cette... Rester dans cette naïveté, essayer essayer, mais quand même, tu sais, moi je parle d'authenticité et d'efficacité dans mes valeurs personnelles. C'est que je t'ai dit, je suis un mariage entre l'art et la technique. Ben, je suis pas un artiste pur, mais j'ai ce tempérament-là. De l'autre côté, il faut que ça marche. En design industriel, s'il y a un dictat que je vais me rappeler jusqu'à la fin de mes jours, c'est « form follows function ». Fait que la forme suit la fonction. L'art est interprété, le design doit être compris.
OK? Fait que si je dessine, je sais pas, téléphone, téléphone, ben on comprend qu'au niveau de l'ergonomie du téléphone, si on regarde ça et on sait pas trop quoi faire, c'est pas du design, c'est de l'art. Mais si je sais intuitivement où je dois appuyer pour accéder à une fonction, ben là, je fais du design. OK. Et en terminant peut-être pour ça, c'est que ma formation de 4 ans en design industriel, ben tout ce que j'ai appris là, même si je ne conçois pas de produit, moi, j'utilise tous ces principes-là pour concevoir des systèmes humains. Fait que d'organiser, toi, si je travaille avec toi, de voir la ressource que tu es, le système. puis comment on va réussir à faire travailler les gens ensemble pour qu'il y ait de la synergie, pour que 1 + 1, ça donne pas 2, ça donne 3, 4, 5, et qu'on crée quelque chose d'extraordinaire ensemble. OK. Maintenant, on est sur la fin. Est-ce que vous avez en 3 mots, 3 conseils, enfin un mot chaque conseil, pour la jeunesse, pour les entrepreneurs, pour... Oh mon Dieu, tu me prends des mot mots. pour- Ben, en fait, j'ai dit beaucoup de mots. Je pense que tous ces mots-là peuvent être des conseils. Mon conseil numéro 1, dans la vie, tout est contact. J'ai un très grand réseau, OK? Ajoutez-moi sur LinkedIn si vous voulez, OK? Parce que je ne sais pas, un jour, je pourrais vous référer quelqu'un et tout ça. Puis moi, j'aime ça être un interconnecteur. LinkedIn n'existait pas lorsque j'étais à l'école secondaire, mais je connais encore tous les étudiants qui étaient à l'école secondaire Faire avec des moi. contacts. Puis, je leur parle pas nécessairement, mais je sais qu'ils existent, je sais ce qu'ils font. Puis, si je vois une opportunité de pouvoir leur rendre, même pas leur rendre l'appareil, leur rendre service ou dire « Hey, j'ai entendu parler d'un tel qui pourrait t'aider », je mets des gens tout le temps en contact. Donc, moi-même, je le dis à mes enfants, je dis « Vous êtes en train de développer votre réseau social. » Mais un vrai réseau social, dans la vraie vie. qui va être un réseau d'affaires, qui va être un réseau d'entraide, qui va être un réseau, peu importe ce qui arrive. Et de s'isoler, malheureusement, Ça marche pas. mais plus vous connaissez de gens, ça c'est ce qui m'a aidé le plus dans la vie. J'ai jamais été dans le pétrin, même dans le fond du baril, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider, qui va partager mes valeurs, qui va être dans un moment de sa vie où il aura besoin de moi, où moi j'aurai besoin de lui. Donc, cultivez votre réseau. OK. Maintenant, bon? pour la fin, une bouteille à la mer. Le mot de la fin, on l'appelle. Ben, le mot de la fin, c'est tout simplement, c'est un peu ce que je voulais mentionner, réseau. Réseau, Voilà. ça sera réseau. C'est Merci bon. beaucoup, Steve. Merci. Un plaisir. Hey, on s'en va en classe. Si ce podcast vous a plu, que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, le dépassement de soi et la réalité des entrepreneurs d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner, liker et pourquoi pas mettre un commentaire sur ce que vous auriez aimé voir.